y a des vins que l'on déguste comme on remonterait le temps, d'autres s'abordent en aventurière, en défricheuse de saveurs. Et c'est en Thaïlande que je vais mettre en pratique cette nouvelle approche. Mais qu'on ne s'y trompe pas, même si la Thaïlande peut sembler une destination insolite, l'exploitation viticole a débuté ici il y a une bonne trentaine d'années, initiée par quelques pionniers qui commencent à récolter le fruit de leur travail. Et les critiques internationaux, eux aussi, se mettent à se pencher sur ce pays en devenir. C'est certainement une région du monde avec laquelle il va falloir compter dans les années à venir, ce qui a tout naturellement aiguisé ma curiosité. Premier contact avec de nouvelles senteurs au marché aux fleurs. Des parfums subtils, des couleurs éclatantes et partout une grande effervescence. Le ton est donné, Bangkok n'a pas de temps à perdre. Bienvenue dans un monde qui semble tourner toujours plus vite. Ici, la modernité côtoie les traditions millénaires et les buildings tutoient les temples. Dans ce contexte, une première question s'impose, comment le goût du vin se fait-il une place dans la culture thaïlandaise ? C'est le moment de prendre un peu de hauteur avec Parani Chitrakorn. Parani anime le club de vin le plus huppé de Bangkok. Je la retrouve sur le toit-terrasse du Moon Bar, un bar branché qui domine la capitale. Hello Parani. Bonjour Luna, enchantée. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Quelle vue magnifique, on a de la chance. Ah oui, ça vous plaît ? C'est génial. On peut admirer Bangkok d'ici. Mon Dieu. Je voulais absolument vous rencontrer puisque vous êtes la sommelière de référence en Thaïlande. Quelle relation les Thaïlandais ont-ils développée avec le vin ? Je dirais que ces 10 dernières années, ils prennent le vin plus au sérieux. Ils veulent connaître les détails sur la provenance, la cuvée, les cépages utilisés. Mais on est toujours en période d'apprentissage. C'est aussi le cas pour les cépages. Je dirais que l'italien Syrah donne un très bon vin rouge et que le chenin blanc est excellent pour le blanc. Ce sont des vins émérites qu'on présente à l'International Wine Challenge en Autriche ou à d'autres endroits comme Hong Kong. Je reviens d'ailleurs tout juste de là-bas où ils ont aussi obtenu un prix. La mousson doit être un problème, non ? Oui, bien sûr. Comme vous le savez, en Europe ou dans l'hémisphère nord, vous n'avez qu'une seule récolte. Ici, vous pouvez en avoir 2 ou 3 puisqu'il pleut tout le temps et ça bourgeonne beaucoup. Alors ils sont obligés de tailler les vignes pour ne faire qu'une seule récolte par an. Il n'y a pas d'hiver ici. Merci beaucoup Parani pour m'avoir parlé du vin de votre pays, il est très bon. C'était un plaisir de le goûter. Il est temps pour moi de quitter Bangkok et ses 8 millions d'habitants pour prendre la direction de Samut Sakhorn à 60 km plus au sud. Sur la route, la mégalopole semble s'étirer indéfiniment jusqu'à céder place peu à peu au premier champ. Pas un vignoble à l'horizon. Pourtant, on m'a parlé sur la route d'un lieu unique en son genre. La rencontre des rivières Mae Klong et That Chin forme un large delta endigué par un labyrinthe de canaux. Au cœur de ce monde aquatique, ma première surprise, des vignobles flottants. Une coopérative de fermiers gère l'exploitation. J'ai rendez-vous avec l'un d'entre eux, Song Kiat, pour une promenade entre ciel et eau. Bonjour. Est-ce que je peux venir visiter le vignoble avec vous ? Oui, bien sûr. Je peux garder mes chaussures ? Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire si ce vignoble est unique en Thaïlande ou on peut trouver d'autres vignes flottantes comme celle-ci ? Il y en a uniquement à Samut Sakhorn et Ratchaburi. Le principal pour une vigne flottante, c'est de savoir gérer l'eau. C'est une technique plus compliquée que pour les vignobles sur terre ferme. Et quel cépage est-ce qu'on a là ? C'est du Pokdam ?
Combien de récoltes faites-vous par an? En moyenne, nous avons 5 récoltes sur 2 ans. La récolte dure environ 120 jours. Est-ce que le fait que c'est une vigne flottante rend ça plus difficile en termes d'entretien? Toute la zone est constituée d'argile et nous ne pouvons rien cultiver. La diffusion d'eau dans le sol est rendue difficile par l'argile, ce qui n'est pas le cas pour un terrain normal. Avec ces canaux, nous pouvons amener l'eau jusqu'aux racines et l'eau va s'infiltrer à travers l'argile. Sans les canaux, l'argile conserverait l'eau en surface et les vignes seraient trop humides. Un sol argileux ne permet pas une bonne filtration de l'eau, comme pour un sol sablonneux. Ça rend le raisin différent? Est-ce qu'il a d'autres caractéristiques du fait d'être cultivé dans cet environnement humide? Pendant la saison sèche, le vin a meilleur goût que celui provenant d'un sol sablonneux. Et le raisin a plus de saveur lorsque les plants de vigne poussent sur de l'argile. C'est vraiment extraordinaire de voir un endroit pareil. On dirait une petite Venise des vignobles. C'est superbe. C'est la première fois que je vois ça. Je crois pas que j'en verrai ailleurs. Le raisin de Songkhat n'est pas destiné à produire de grands crus, mais peu importe, il a le goût du paradis. Une partie sert à la consommation de bouche, une autre est utilisée pour la production d'une boisson très en vogue en Thaïlande qui hésite entre le vin et le soda. Déroutant, non? Et le vin dans tout ça? À Bangkok, Parani m'a mise sur la piste d'un domaine qui ferait référence, la Siam Winery, et de Catherine Puff, une Allemande maître de chai du domaine. Bonjour. Je suis Luna. Enchantée. Enchantée. Qu'est-ce que vous faites? Je prélève un échantillon de ce tonneau et je pensais vous proposer un verre. Ah, avec plaisir, merci. C'est quel cépage, du Shiraz? Nous dégustons là un mélange de rouge. Du Shiraz avec du Sangiovese. Ah, du Sangiovese? Oui. Oui, nous avons quelques cépages italiens, mais notre principal cépage est le Shiraz. Je me demandais, la Thaïlande, c'est pas un pays qui a une très forte tradition viticole, n'est-ce pas? Du coup, où est-ce que vous cherchez l'inspiration? Eh bien, produire du vin en Asie, dans un pays tropical, c'est un peu différent que d'en produire dans les pays viticoles traditionnels. On parle de nouveau monde, de vieux monde. Pour moi, même le nouveau monde est dépassé. Nous sommes les vins des nouvelles latitudes. Les 2-3 premières récoltes m'ont aidé à découvrir le vignoble, les cépages et la qualité que je pouvais obtenir. Puis, chaque année, on a fait des essais pour arriver à un mélange et un style idéal. Vu la nourriture thaï et le climat, nous n'avons pas souhaité obtenir des vins trop lourds, trop opulents ou trop riches. Nous voulons que les gens savourent le vin. Avec ce climat, des vins rouges trop riches et trop lourds ne trouvent pas leur place ici. Et puis, bien sûr, la nourriture asiatique est légèrement épicée. Légèrement? Bon, tout dépend où vous êtes en Asie. Mais un vin ayant une structure tannique et ce côté astringent viendra attaquer ce côté épicé. Et donc, nous essayons de ne pas alourdir nos vins rouges. Et est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique dans le processus de vinification qui fait qu'on aura de bons vins malgré un climat qui n'est pas idéal à la culture du raisin? La viticulture tropicale se divise en 2 saisons. Comme il fait toujours chaud ici et que nous n'avons ni hiver, ni printemps, ni automne, les plantes se développent en continu. Oui, on dit qu'elles sont persistantes. Et ici, le cycle est beaucoup plus rapide que pour un pays à tradition viticole.
Et comme nous avons 2 saisons, on pourrait techniquement faire 2 récoltes. 2 récoltes. Oui. Ici, le vin s'inspire de tous les savoir-faire. Nous sommes en Thaïlande, Catherine la winemaker est allemande, les tonneaux aussi, les cépages sont italiens et français. Tout est mis en œuvre pour que ce vin thaïlandais soit international et de qualité. Est-ce que c'est du chêne américain? Non, allemand. Ah, du chêne allemand? Oui. Quand vous voyez cette forme ovale comme ça, ça veut dire que c'est des barriques allemandes? Pas systématiquement. Les arrondis, là, sont françaises. Merci pour cet éclairage, Catherine. Je t'en prie, c'était un plaisir. Après cette première prise de contact avec la viticulture thaïlandaise, je me rends à quelques kilomètres de là, au Floating Market de Samut Sakhorn. Ici, on est loin des préoccupations de l'industrie viticole. Sur les bateaux, on s'échange les produits de base, des fruits, des légumes, du riz, des épices, mais pas une grappe de raisin en vue. J'en profite, le temps d'une balade, pour m'imprégner de ce calme paisible qui caractérise le mode de vie des Thaïlandais. Alors que la Thaïlande déroule ses paysages de cartes postales, je décide de descendre plus au sud vers le domaine de Hua Hin. On trouve à Hua Hin le Monsoon Valley, la vallée de la mousson, un vin qui a déjà acquis une belle notoriété auprès des amateurs. Les terres paraissent si fertiles qu'on dirait qu'il suffit de planter quoi que ce soit pour obtenir quelque chose de fabuleux. Une incroyable aubaine qu'ont su exploiter Chaorai Kanchanomai, en charge des vignes, et le consultant allemand Peter Hans Hönen. Enchanté. Enchanté, comment allez-vous? Je suis Peter. Je vous invite à visiter les vignobles de Hua Hin. Allons-y en jeep. Très pratique. C'est magnifique avec ces arbres. Oui. Il a quel âge le vignoble? On a commencé en 2004. Ça fait environ 9 ans. Et avant, il y avait quoi ici? C'était une plantation d'ananas. D'ananas? Oui, et de shurakan. C'est génial parce que ces vignes ont l'air plus vieilles. Je m'attendais pas à ce qu'elles aient seulement 9 ans. Oui, nous les taillons 2 fois par an. C'est ce qui fait qu'elles ont l'air vieilles par rapport aux vignes européennes. Oui, ça pousse tout le temps. En effet. Il n'y a pas de dormance. Il n'y a pas de dormance. La viticulture tropicale travaille 365 jours par an. Il faut apprendre à gérer ce phénomène. Et donc, comme Kun Chaorai l'expliquait, nous avons 2 saisons mais une seule récolte. Ça fait 25 jours environ que nous avons taillé cette parcelle. Non. Ça a été taillé il y a 25 jours? C'est ça. Oh mon Dieu. C'est incroyable. Oui. Donc en fait, vous avez dû modifier complètement votre conception des vignes. Je veux dire, vous qui venez d'Europe, Peter, vous avez dû être très surpris de voir à quelle vitesse ça pousse.
Oui, c'est vrai. C'est pas comme en Europe. Ça demande des soins plus précis. Par exemple, il y a 3 phases dans ce vignoble. Il y a la pousse, c'est de cette taille. Puis vous avez l'étape avant la floraison et celle avant l'éclosion de la fleur. Il faut gérer tout ça de façon précise. Le travail diffère à chaque étape et va dépendre du stade de développement de la plante. Pouvons-nous descendre, s'il vous plaît? Ok. Great. C'est du chenin blanc. Ah d'accord, du chenin blanc. Ça a été taillé quand? Ça fait 2 semaines. Il y a 2 semaines. C'est vraiment extraordinaire. Et vous les importez d'où? De France? Nous avons importé les premiers pieds de vigne de France, d'Italie, de plein d'endroits, d'Australie aussi. Et donc nous avions tous les différents clones pour nous aider à déterminer lequel serait le plus approprié. Vous avez le chenin blanc qui lui a plusieurs clones. Et donc nous déterminons quel type de clone sera meilleur ou plus adapté. Et ici vous pouvez voir la méthode de taille. Généralement, c'est la taille à 2 yeux, mais nous taillons différemment. Nous en laissons plus parce que seuls les 2 premiers yeux vont. Donc, si vous laissez seulement 2 yeux, ceux du bas ne sont pas assez fertiles. Et dans ce cas, on taille plus haut. Et là, vous voyez, il y a une petite Fleur. Là, ça fleurit. Une fleur, oui. Et ici, il s'agit de la méthode de taille sèche, où on laisse 4 à 5 yeux. Et pendant la saison de pluie, comme ça pousse tout le temps, il faut qu'on coupe ici. On aura ainsi un sarment pour la prochaine saison sèche. D'accord, je comprends. C'est un cycle. C'était juste pour vous montrer. C'était mieux de vous montrer comme ça sur le terrain. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on visite le vignoble. Bien sûr. On vous a réservé une surprise. Une surprise pour moi? Oui, Quel genre de surprise? une visite à dos d'éléphant. Sur un éléphant? C'est cela, oui. Moi, à dos d'éléphant? C'est excitant, j'ai jamais fait ça avant. Alors vous devez essayer. Est-ce que ça fait peur? Non, c'est même un très bon exercice. Merci pour tout. Au revoir. Le Monsoon Valley se veut résolument du pays. Léger, frais et plutôt aimable, voilà une première piste dans ma quête de ces arômes thaïlandais. Avec ses 300 000 bouteilles produites par an, le Monsoon part conquérir des amateurs, ici comme à l'étranger, et il devrait en trouver. Après une dégustation, je termine mon escapade au milieu des cépages dont la rapidité de maturation est tout simplement étourdissante. Mes voyages sur la route des vins m'ont appris une chose, pour apprécier les qualités d'un cru, il ne suffit pas d'y tremper les lèvres. Mes dégustations se nourrissent des paysages, des gens, des plats, des expériences croisées en chemin. Alors, pour poursuivre ma découverte de la Thaïlande, je retourne sur Bangkok. Pour m'y rendre, rien de tel que le train pour prendre le pouls d'un pays.
Ce matin, j'ai décidé de vivre au plus près de la culture thaïlandaise et de son sport roi, le Muay Thai. Alors, appelez-moi Croft, Lara Croft, en route pour le Luc Thup Pha, un camp de boxe thaï dans la banlieue de Bangkok. Je pénètre dans une enceinte comme il en existe partout à travers le pays. Des milliers de jeunes s'entraînent chaque jour et s'astreignent à une discipline implacable. Pour faire mes premières armes, voici mon maître, Chinawut Sirisompan, grand master Woody pour les intimes. Tout va bien, vous êtes prête? Ici, c'est notre centre d'entraînement. Nous y pratiquons le Muay Boran Thai. C'est très différent du style qu'on connaît? Oui, c'est très différent parce que dans beaucoup d'autres pays, ils n'utilisent plus la pratique traditionnelle sur le ring. C'est interdit parce que c'est trop violent. Mais ici, nous avons une technique gagnant-gagnant. On vous fera une démonstration. Et puis, nous pourrons aussi vous enseigner cette technique. D'accord, c'est très... Oui, et ensuite, vous pourrez aussi porter la tenue Muay Thai. Ça, c'est le Waiku. Il rend hommage à son professeur et fait aussi un peu d'échauffement et d'étirement. Il évolue sur cet espace et le contrôle. Et il rend hommage au gardien de la perfection. C'est très spirituel. Oui, c'est une pratique qui se rapporte beaucoup à la spiritualité. C'est un style traditionnel? C'est la méthode pour combattre. Alors ce que j'aimerais vous enseigner aujourd'hui, c'est un mouvement de base, pas comme ce qu'ils viennent de faire, mais un mouvement simple pour s'entraîner. Je vais vous apprendre à boxer, à utiliser le coude et un petit peu le genou. Soulevez votre talon et balancez-vous vers l'avant avec des petits mouvements. Là, comme ça, c'est ça, prenez le rythme, gardez bien le rythme. Très bien. Allez, allez. Et lancez-vous comme si quelqu'un venait vers vous. Très bon coup de poing. Bougez. Frappez, frappez. C'est très bon. Ceci est un présent que je vous fais, car vous êtes mon élève. Quand un maître accepte un élève, il lui remet ce présent. Je suis le professeur et vous êtes mon élève, comme eux. Merci d'être venu. C'était une très belle expérience et vous êtes un maître très généreux. Merci. Avant de repartir, je pense que vous devriez assister à un véritable match au stade. Maintenant que vous avez assisté à l'entraînement, ça serait bien de voir un match. Vous pourrez ainsi assister à un vrai match à Lumpini. J'en ai entendu parler, c'est très connu. Ça sera une bonne expérience. D'accord, je vais y aller. Merci infiniment, maître. Sur les conseils avisés de Master Woody, je me rends à Rama Pho Road, une des artères du centre moderne de Bangkok, pour rallier le Lumpini Stadium, le stade mythique de la boxe thaï. Ici, il ne s'agit pas que de sport, il s'agit de religion, de tradition et de louanges éternelles pour les meilleurs d'entre eux. L'ambiance est envoûtante. Le Lumpini est l'un des plus célèbres stades de la Thaïlande et on comprend vite pourquoi. Sous le regard agité des parieurs, de nombreux champions s'affrontent. La musique lancinante du hautbois, du tambour et de la cymbale rajoute un caractère dramatique au combat. Surtout quand les plus jeunes viennent s'affronter, espérant devenir par leur courage les champions de demain.
la frénésie des combats, je me rends à 3 heures de route au nord de Bangkok, dans la région de Khao Yai, réputée pour son parc naturel. Mais le climat, plus clément qu'au sud, et semble-t-il plus humide, a aussi encouragé quelques précurseurs à cultiver de la vigne au pied des collines. Parmi les 3 domaines de la région, un en particulier a attiré ma curiosité, le Phi Bee Valley. Avec ses 80 hectares de vignes et ses quelques années d'activité, ce domaine en est encore à ses débuts. C'est l'une des rares propriétés à avoir embauché un maître de chai thaïlandais, Prayut Piangbunta. Vous êtes comme Prayut? Bonjour, enchantée. Le plaisir est pour moi, Luna. Bienvenue à Phi Bee Valley. Merci beaucoup. Il commence à pleuvoir. Ne descendez pas, on va peut-être commencer par la visite du vignoble. D'accord, super. Ok, allons-y. C'est tellement beau ici. Merci beaucoup. Ce lieu, même avec la pluie, c'est magnifique. Oui, c'est beau. Mais vous savez, d'habitude, on n'a pas autant de pluie à cette époque. On est fin novembre. C'est notre saison sèche, notre hiver. Et c'est plutôt... Inhabituel. Oui. Mais lorsqu'on cultive du raisin, c'est toujours comme ça. Vous recevez ce que Dieu vous donne. Et cette année, c'est juste un peu plus dur de prendre soin du vignoble. Mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que ça change exactement pour vous, le fait que ce soit plus humide que d'habitude? Si on a beaucoup d'humidité et un climat qui n'est pas froid, les vignes peuvent attraper des maladies fongiques. Et ça détruit les feuilles. Elles passent du vert au jaune. Et la production de sucre sera moins bonne. Et c'est la dernière chose qu'on voudrait. Jusqu'à maintenant, tout va bien, car notre raisin, à la taille d'un petit pois, il est encore en bonne santé. Et donc, s'il arrête de pleuvoir dans les 2-3 jours, tout ira bien. Tout ira bien. Et après, on leur donnera plus de fertilisants et de minéraux pour qu'ils deviennent plus forts. Plus forts. Quels sont les meilleurs cépages? Pour le vin blanc, le meilleur, c'est le chenin blanc. Et puis, ce sera après le colombard. C'est ce qu'on utilise normalement pour faire du brandy. Exact. Mais il donne de bons résultats ici. Il atteint une pleine maturité et donne une note fruitée. Pour le rouge, le Shiraz vient en premier. Et puis le second choix sera le Tempranillo. C'est un cépage espagnol. C'est pourquoi nous travaillons davantage avec ces cépages. Au début, on avait importé environ 50 à 60 variétés venant du monde entier. Tous les cépages les plus connus pour la fabrication du vin. Cabernet, Sauvignon, Pinot Noir, Chardonnay. Chardonnay? Et vous les avez tous essayés? Tous. On les a greffés sur des vieilles souches afin d'expérimenter leur culture et afin de les comparer. Par chance, en Thaïlande, on n'a pas de véritable hiver. Ça veut dire que... Pas de dormance, oui. Absolument. En un an, ça pousse 2 fois plus vite qu'en Europe. Ou dans tout pays viticole traditionnel. Et les vignes ont très vite une taille adulte. Oui, c'est prêt en 2 ans et demi. On est arrivé. C'est la cave? Oui. Allons voir. Super, merci. C'est du chêne français? Oui. À parcourir les chais, on constate que la production reste confidentielle. Prayut teste encore, ne garde pas toujours. Dans tous les pays au monde, n'importe quel vigneron sait que chaque nouvelle cuvée est une aventure, un mystère. Je crois que l'adage est encore plus vrai ici. Une dégustation? Avec plaisir, merci. Ça, c'est un endroit magnifique pour une dégustation. J'ai remarqué qu'en Thaïlande, on n'utilise pas le liège pour les bouteilles. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Oui. Nous venons de passer du liège à la capsule à vis pour cette cuvée. Parce que nous avons constaté qu'il était difficile de trouver du liège de bonne qualité. Notre vin est spécialement destiné à l'export. Et il peut donc voyager en mer tout un mois avant d'atteindre sa destination.
L'air de la mer dessèche le liège, ce qui peut oxyder le vin. Et ça, nous voulons l'éviter. Et puis, en Thaïlande, il est difficile d'avoir une vraie cave à vin. Si vous utilisez du liège, il faut stocker les bouteilles à l'horizontale pour garder le liège humide. Et ainsi, la bouteille reste bien fermée. Mais d'habitude, les gens gardent leur bouteille sur une étagère. Et c'est donc mieux d'utiliser une capsule à vis. D'accord, je comprends. Merci. Comment on dit santé en thaï? Sokdi? Santé. Le lendemain matin, il m'apparaît impossible de quitter la région sans faire un saut dans le parc de Khao Yai. Avec plus de 2000 km², c'est le plus grand et le plus ancien des parcs naturels de Thaïlande. On y trouve une nature endémique, encore quelques tigres, beaucoup de sangliers et bien évidemment des éléphants. Sur le dos du maître animal, la nature prend un autre visage, on prend le parti des oiseaux. Les pieds de nouveau sur terre, je profite encore un peu de ce territoire vierge à travers une jungle dont mes seuls ennemis restent les milliers de sangsues qui prolifèrent dans la forêt. Mon excursion prend fin au pied des chutes de Heo Suat, un petit coin de paradis qui a servi de décor au film La plage de Danny Boyle. Tout est là, mais je me garderai bien de refaire la fameuse séquence du plongeon. Quelques pieds de vigne m'attendent encore et ma route continue. Direction les territoires du Nord, où dans le creux des montagnes se nichent, paraît-il, de nouvelles enclaves viticoles. Le climat y est plus doux, peut-être que j'y trouverai ma perle rare, ce vin inattendu, précurseur d'un nouveau monde. Ce voyage est aussi une excellente opportunité pour faire une première halte à Chiang Mai, ville mythique pour les voyageurs au long cours. Celle qui porte le doux nom de Rose du Nord est un haut lieu de la culture, de l'artisanat et de la gastronomie, et une étape incontournable pour se plonger au cœur de la tradition bouddhiste. Arrivé au Mandarin oriental, difficile de ne pas confondre ce palace avec un des lieux de culte omniprésents à Chiang Mai. Comme souvent en Thaïlande, le luxe se fond dans la tradition. Je viens ici pour un cours de cuisine particulier avec le chef Amara Chaipraset, avec la ferme intention de percer à jour un ou deux secrets de la gastronomie thaïlandaise. Oh mon Dieu, quel endroit magnifique! Oui, c'est beau. J'espère que vous aimez. Oui, énormément. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Chef Amara. C'est le chef de notre école de cuisine. Et elle va vous montrer comment choisir le vin pour un plat local. Parfait. Voici notre école de cuisine. Ça, c'est une sublime cuisine. Et voici Chef Amara, notre chef. Bonjour.
Ravie de vous rencontrer. Enchantée. Quelle belle cuisine vous avez, hein. Merci. Alors dites-moi, vous vous appelez Kun Am? Oui. Qu'est-ce que vous allez nous cuisiner aujourd'hui? Nous allons préparer un plat typique du Nord, puisqu'on est au nord de la Thaïlande. Ça s'appelle ap pla. Ça veut dire poisson. Et on l'enveloppe dans une feuille de bananier. D'accord. Vous êtes prête? Prête. Parce que vous allez devoir faire des exercices et m'aider avant qu'on mange. Gingembre, piment, feuilles de citron vert se marient à la coriandre, au basilic, à l'ail et à l'échalote. On retrouve ces ingrédients de base dans bon nombre de plats thaï. Je fais travailler mes muscles là. Hein. Oui, vous le sentez dans les muscles? C'est un exercice de base. Après, tout est une question de patience. Il faut émincer, piler, mélanger et recommencer. L'alchimie tient aussi au dosage pour incorporer parfaitement chaque saveur. Ça sent bon, hein? Ça vous met en appétit? Voilà la touche du chef, la feuille de bananier à confectionner soigneusement et à saisir à vif. C'est délicieux, j'adore ces épices. Dites-moi, Kun Am, quel type de vin je devrais boire avec ça? Oh, nous avons quelqu'un ici pour répondre à votre question. Notre sommelier. C'est son domaine et il va vous expliquer quel vin servir avec ce plat. Bonjour. Bienvenue. Enchanté, merci beaucoup. Merci. Alors vous êtes René. Oui, c'est moi. Et vous êtes le sommelier. En effet, c'est un bon travail. Oui, apparemment. Vous avez apprécié votre cours de cuisine avec notre chef? Ah oui, c'était comme un bouquet d'arômes thaï. J'adore ce plat. C'est pour cette raison que le chef et moi-même avons choisi de vous présenter ce plat aujourd'hui. Il allie toutes les herbes et toutes les épices de la Thaïlande. C'est un très bon exemple pour voir comment marier les saveurs parfois extrêmes de la nourriture thaï et du vin thaï. Alors, on goûte? Super. Nous allons déguster un vin très agréable produit par Monsoon Valley à Hua Hin. Monsoon Valley a fait un excellent travail avec ce Shiraz. Et comme le raisin rouge lui donne du corps, ça rafraîchit le palais. C'est également parce qu'on le sert frais. Donc pendant que le chef nous sert le plat, je vais vous servir ce vin si précieux. Merci. Il dégage un bouquet très agréable qui va apparaître. La fraise. On sent bien la fraise, oui. Il est très fruité. C'est pour ça qu'il se marie bien avec les plats épicés que nous avons en Thaïlande. Exactement, c'est une profusion d'arômes. Santé. Santé. Avec la recette de l'ail plat, entouré de mes hôtes, le monsoon rosé prend une toute autre saveur. Rassasiée par la recette d'Amara, ma route des vins prend des allures de chemin de traverse. Toujours plus au nord, aux confins du royaume, après 250 km de paysages magnifiques, je rallie ma prochaine étape, la Mae Chan Winery.
Protégé par un lac, le domaine ne se livre pas au premier venu, conférant un certain mystère à cette terre loin de tout. Sur place, je suis attendue par Nantara Tangvituntam, l'adorable fille du propriétaire. D'ici, vous verrez toute une partie de la vallée. C'est par là que nous sommes passés. Et par ici, c'est le vignoble. Et là, ce sont des plantations de thé. Ah, c'est du thé. Oui, des plantations de thé. En fait, au départ, cette région de la Thaïlande était réputée pour le thé oolong. Le sol est bien adapté à la culture du thé. C'est pour ça que nous en cultivons également. De quand date ce domaine? Ça fait environ 10 ans que nous avons ce domaine et que nous plantons du raisin. L'établissement viticole date de 7 ans. Les gens qui viennent ici sont là pour le vin ou est-ce qu'ils viennent pour le paysage et ensuite ils découvrent le vin? Je pense que les gens du pays, les Thaïs, viennent pour le paysage. Mais j'ai remarqué que la plupart des étrangers sont intéressés par le vin. Parce qu'en fait, ils ne connaissent pas vraiment le vin thaï, ne savent pas que la Thaïlande produit du vin. Et donc, ils ont envie de le découvrir et le déguster. Et ensuite, ils décident de passer du temps dans la région. Nous allons commencer par le thé original. Et ensuite du thé vert. Et nous finirons par du thé rouge. Pour boire le thé oolong, il faut tirer comme ça pour libérer la tasse. Ainsi, le parfum reste à l'intérieur. C'est vraiment comme pour le vin en fait. Oui. On utilise le nez et... C'est ça, la dégustation passe par l'arôme et le goût. C'est tellement raffiné. Si la culture du vin est encore confidentielle, les plantations du Nord produisent un thé de renom, le oolong, et quelques millésimes. L'infusion fait appel ici à un véritable savoir-faire pour libérer tous ces arômes. Merci beaucoup, Khun Ploy, de m'avoir fait goûter vos merveilleux thés. C'était vraiment extraordinaire. Je vous en prie. Oui, c'est la première fois que je fais une telle dégustation de thé. Maintenant, j'aimerais beaucoup déguster votre vin parce que si vous le faites avec autant de passion, de délicatesse et de raffinement, ce sera certainement magique. Et je crois que je vais rejoindre votre œnologue maintenant si c'est ce qui est prévu, non? Oui, notre œnologue vous attend. Oui, merci beaucoup. Merci. Le décor est résolument somptueux, mais rien ne ressemble ici à une propriété viticole en ordre de marche. Je pars retrouver Miss Wantana, la maître de chai. Kunwan, vous êtes Kunwan? Oui. Bonjour, je suis Luna. Bonjour Luna. Comment allez-vous? Bien et vous? Très bien, merci. J'ai vu d'en haut qu'il y avait des petites vignes par ici et je me disais que c'était une toute petite parcelle. Où sont les autres?
Ici, nous faisons des expériences pour choisir le cépage rouge que l'on plantera et qui donnera des fruits. C'est un peu comme un laboratoire ici, en fait. Oui. Quels sont les cépages que vous cultivez et qui ont du succès ici? Surtout du Shiraz et un peu de Tempranillo et de Dornfelder. Ah, d'accord. C'est le premier domaine dans lequel je vois du Dornfelder et du Tempranillo. Oui. Ce ne sont pas des cépages très habituels. Parmi les plus cotés. Vous les utilisez en assemblage? Oui, 50-50 entre le Dornfelder et le Tempranillo. Est-ce qu'on peut faire un petit tour dans le jardin? Mais oui, bien sûr. Merci. C'est très joli comme endroit. Mon hôte m'explique que les vignobles sont situés à plusieurs dizaines de kilomètres de là, sans vraiment s'empresser de m'y emmener. Mais il paraît que la cave vaut à elle seule la visite. J'ai entendu dire que vous avez une cave incroyable qui est à couper le souffle. Oui, je vais vous montrer. Aux surprises, la simili-grotte en stuc et le vide ambiant créent une atmosphère improbable, un décor de carton-pâte, une sorte de train fantôme. Ça, c'est un très bon endroit pour une dégustation de vin. Donc j'ai pris le thé dans un très bel endroit et je vais goûter le vin dans un endroit magnifique. Qu'est-ce qu'on a là? Château de Maichan. C'est un Shiraz? En effet. C'est 100% Shiraz? Tout à fait. Et l'autre, c'est un assemblage Dornfelder et Tempranillo. Lequel on goûte en premier? Pourquoi pas celui-ci, puisqu'il est plus léger. Quel bouquet! Très fruité, mais très boisé aussi. Vous le faites vieillir en fût de chêne? Oui. Pendant 1 an et demi. 1 an et demi. C'est du chêne américain ou français? Du chêne français. Français? Pour être franche, cet assemblage un peu trop boisé et servi glacé ne m'a pas totalement convaincue. Mais même s'il reste encore pas mal de travail avant de produire un grand cru, je ne doute pas qu'un jour, le vin de la Maichan sera à l'image de son thé, un voyage en soi. Merci beaucoup, Kunoan. C'était vraiment agréable de passer ce moment avec vous. Santé. À quelques kilomètres de la Maichan, il y a Chiang Rai, dernière ville avant le mythique Triangle d'Or. Je profite de cette proximité pour aller à la rencontre d'un autre lieu improbable, né de l'imagination de Chalamchai Kotitpipat, un artiste thaï contemporain. Dans son White Temple, pas encore totalement achevé, il rend hommage à la pureté de Bouddha, non sans rappeler les terreurs des démons et les souffrances des hommes. La création n'a pas de limite, et il en ira sans doute de même pour ces vins du bout du monde. Si au bout de ma route, je n'ai pas déniché de vin d'exception, la passion est bien là, les moyens aussi. Dans les années à venir, la Thaïlande devrait produire une quantité toujours plus importante de vin. Et si la qualité est au rendez-vous, il faudra alors compter avec ses aventuriers. Aujourd'hui, dans un marché asiatique qui s'ouvre de plus en plus au vin, l'avenir s'écrit aussi dans cette partie du monde. Mon voyage s'est nourri d'une foule d'expériences et garde déjà un goût unique. Pour finir ce périple, je suis attendue par une famille thaïlandaise au sud de Bangkok, sur les rives du Chao Phraya. Ce soir, on fête Loy Krathong, la fête des Lumières. Bonsoir, suivez-moi. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous.
Asseyez-vous, nous allons confectionner votre krathong. En confectionnant mon krathong, je m'immerge une dernière fois au cœur des traditions thaï, dans ce culte paisible de la beauté. Mon petit radeau orné de fleurs, de bougies et de bâtons d'encens est une offrande qui devrait m'apporter bonne fortune. Pour moi, cela restera surtout un hommage à ce pays et à ces gens d'une douceur infinie.